Je suis Nathalie Conque, maître de conférence à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel. J'ai une formation de cinéaste anthropologue et les cours faisant, je me suis orientée aussi vers l'analyse des médias. Les médias, c'est une grande machine économique, une grande machine politique, une grande machine institutionnelle. Et on pense que les journalistes sont libres, mais en réalité, ils ont beaucoup de consignes qui viennent, sans mauvais jeu de mots, de droite et de gauche, c'est-à-dire et des politiques, et des institutions, et des finances. Donc on peut, dans les médias, faire dire n'importe quoi à n'importe quelle image. Donc il faut toujours s'assurer de la source de ce que l'on vous dit, de ce que l'on vous montre. Parce qu'une image peut être montée, enregistrée, manipulée. Donc toujours faites attention, ne prenez pas ce qui vient des médias comme argent comptant. Alors la prolifération des écrans aujourd'hui, c'est une grande préoccupation qui occupe grand nombre de chercheurs qui travaillent beaucoup sur la question, notamment chez les très jeunes publics, notamment les tout petits enfants, parce que lorsqu'on regarde quelque chose à travers un média ou lorsqu'on lit à travers un média, notamment l'écran, ça crée une agitation. C'est-à-dire qu'un enfant qui regarde beaucoup un écran, qui est en grande relation avec un écran, va être dans une atmosphère très comprimée, très condensée, très centrée, et ça va créer chez lui une excitation. Si vous lisez le soir une histoire à un enfant avec un livre, il n'aura pas du tout la même attitude que si vous lui faites lire l'histoire par quelqu'un sur une tablette, par exemple, ou si vous lui montrez un dessin animé. L'écran est un excitant en réalité, et c'est ce qui crée une vraie problématique. L'autre problématique, c'est que aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre les différents écrans. Il y a l'écran de la télévision, il y a l'écran du téléphone, il y a l'écran de la tablette, il y a l'écran de l'ordinateur, et en fait, chaque écran a un usage différent, un effet différent. Et aujourd'hui, on parle des écrans en règle générale, et on y est très exposé, à tel point qu'on disait être dans une société de l'image. Et aujourd'hui, on a dépassé ce stade, on est dans une société du tout écran. Alors bon, réfléchissez, est-ce que vous préférez lire à partir d'un livre? Est-ce que vous préférez lire à partir d'un e-book, c'est-à-dire à partir d'un écran? Le contact n'est pas du tout le même, la relation à l'objet n'est pas du tout la même, et ça crée vraiment parfois des soucis, notamment certains disent que ça peut même jouer sur l'espérance de vie. Le conseil que je donne par rapport à l'utilisation des médias et des écrans en particulier, c'est de ne pas se laisser engloutir par l'écran. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on est rêvé à son écran. Vous allez au restaurant, regardez autour de vous, la première chose que font les gens, c'est de poser le téléphone à côté du couteau sur la table, et dès que le téléphone s'agite, ils se jettent sur le téléphone et perdent la conversation qu'on peut avoir d'ordinaire avec quelqu'un. Ça, c'est très symptomatique de la relation qu'on a aujourd'hui aux écrans, cette dépendance de l'écran. Et comme ça vient d'un outil qui est très performant, technique, on a tendance à croire que c'est exact. Or, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que ce que vous voyez à travers un écran, c'est une image, c'est un texte qui peut être retravaillé. Il faut absolument vous assurer de la source de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez. Qui parle? Au nom de qui? Qu'est-ce qu'on vous montre? Sous quelle forme? Est-ce qu'on a rajouté des musiques? Il y a un montage. Qu'est-ce qu'on a mis comme image pour illustrer le sujet? Tous ces éléments sont très importants parce qu'ils vont avoir une incidence sur le message. Et vous ne verrez pas les choses de la même façon si elles sont commentées de telle ou telle manière. Donc toujours faire attention à ce que vous regardez, comment vous le regardez, ne pas relayer trop vite une information. On a vu parfois dans des soucis qu'il y a pu y avoir, des attentats, etc., des images circulaient très vite qui n'étaient pas des images réelles, mais des images d'archives qui ont été reléguées. Revenir en arrière, c'est très compliqué. Une journaliste avait fait une métaphore qui me paraît très intéressante, c'est qu'elle avait comparé les médias à un tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que les médias
on lance l'information, on ne peut plus faire grand-chose. C'est comme le dentifrice. Une fois que la pâte de dentifrice est sortie du tube, vous ne pouvez pas la remettre dedans. Donc même si après, on essaye de revenir en disant on s'était trompé, on n'a pas dit ça, on fait un justificatif, on essaye de donner une preuve comme quoi on a été trop vite, trop tard. Le message est passé et il en reste quand même quelque chose dans l'esprit des gens. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, ils réagissent dans l'immédiat. Et ça, c'est souvent le danger quand on veut aller trop vite. Quand on veut aller absolument dans l'illustration, parfois on peut mettre des mauvaises illustrations et ça va avoir une incidence, un effet. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où peut-on aller? Et surtout, toujours vérifier ce que vous regardez. Toujours, toujours. Un enfant passe à peu près devant son instituteur 850 heures. Et il passe quasiment 100 heures de plus devant la télévision ou devant un écran, tout écran confondu. C'est-à-dire qu'il passe en gros 950 heures devant un écran, ce qui est beaucoup. Vous, en tant qu'individu, des analyses ont été faites. Si on met tous les temps d'écran en moyenne que vous passez dans une vie bout à bout, ça représente 11 ans. 11 ans dans une vie, c'est beaucoup. 11 ans, c'est 11 ans d'affilée. On ne compte pas les temps de sommeil, etc., etc. Donc si vous faites le rapport, vous vous rendez compte que vous passez énormément de temps devant les écrans. Ces temps que vous passez devant les écrans, c'est des temps que vous passez dans une relation, même si on dit que vous êtes en réseaux sociaux en train de discuter avec des gens, dans une relation unique. Vous êtes enfermé, vous êtes face à un outil, vous n'êtes pas face à quelqu'un. Et ça change beaucoup la donne, c'est-à-dire que ça devient aujourd'hui plus compliqué pour les gens de prendre le temps d'échanger en direct, d'écouter. Le temps d'écoute a beaucoup changé et la qualité d'écoute a beaucoup changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'habitude de s'installer face à un public. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être exposé à ce point-là? Est-ce qu'on a besoin de passer tout ce temps-là? C'est quelque chose qui doit se réfléchir. Peut-être qu'il faut mieux sélectionner ce qu'on regarde, comment on le regarde, dans quel but on le regarde. Il faut quand même essayer à certains moments de se dire on met l'écran de côté. Je vous donne un tout petit exemple, on va être à l'aube des vacances, sur la plage, vous profitez de la mer, du soleil, du sable. Combien sont sur leur téléphone en même temps qu'ils sont sur la plage? Ça veut dire qu'on n'est plus capable de ça. Quand vous allez visiter un monument, le nombre de gens qui ne regardent même pas l'œuvre, qui sont en train de regarder à travers l'écran parce qu'ils filment ou ils photographient l'œuvre, c'est très différent de voir l'œuvre à travers un écran et de le voir en direct. Donc, ce besoin de l'écran, il devient de plus en plus envahissant, il devient de plus en plus systématique, ce qui fait qu'on passe de plus en plus de temps devant les écrans, ce qui nous conditionne, ce qui change notre façon d'être, ce qui peut parfois créer d'ailleurs des tensions. On va se fâcher parce que quelqu'un parle pendant qu'on écoute quelque chose. Vous êtes un parent, vous avez un enfant qui vous demande quelque chose, vous allez l'envoyer bouler parce que vous êtes en train de regarder quelque chose sur un écran. Voilà, il y a des priorités, il faut savoir aussi avoir une certaine distance et c'est ce qu'on sait de moins en moins faire. Cultiver son esprit critique, ça c'est très important. C'est avant tout vérifier vos sources. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites un travail, vous allez avoir à chercher un certain nombre d'informations. Très souvent, aujourd'hui, on va se ruer sur Internet et on va aller chercher, on va taper le mot-clé de ce qu'on cherche et on va aller chercher des informations sur Internet. Vous allez trouver des choses. Il faut faire très attention à qui gère le site Internet. Quelle est la fiabilité de ce qu'on vous dit? Parfois, vous allez avoir un extrait d'ouvrage, un extrait de conversation, vous allez le prendre. Est-ce que vous êtes certain que cet extrait est juste? L'idéal, c'est plutôt d'aller au départ de la source, c'est-à-dire aller dans le livre, vérifier si c'est bien telle phrase qui est dite par l'auteur. Est-ce qu'on n'a pas détourné un peu le sens? Est-ce qu'on n'a pas un peu changé les choses? Donc, très important, vérifier ses sources de façon à pouvoir être sûr de ce qu'on va avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre ce qui vous est donné comme information comme une information juste parce qu'elle vient d'un média,
que ce soit la presse, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. Alors vous allez me dire, il faut tout remettre en question. Eh bien presque, parce que faut toujours vous dire, on me l'a montré, de quelle façon on me l'a montré, on me l'a écrit, de quelle façon on me l'a écrite, qui l'a écrit. Ça va vous permettre de voir si on a orienté ou pas le discours, si on est totalement neutre ou pas. Donc il faut avoir une vigilance, c'est-à-dire ne jamais prendre pour argent comptant ce que vous pouvez voir ou entendre. Toujours vous poser la question et faire très attention. Parce que moi, si je veux demain, je vous poste une information qui est totalement fausse, je vous ouvre un ou deux ouvrages, vous allez vous dire « Ah bah oui, effectivement », et en fait, je vous aurais raconté n'importe quoi. Mais vous allez dire « Ah bah oui, mais elle a vu ça ». Donc attention, toujours vérifier ce qui vous est dit. Ne jamais prendre pour argent comptant. Et, très important, faire des comparaisons. Ne vous fiez pas à un seul média. Vous aimez une émission, vous aimez le présentateur, très bien. Mais ne vous référez pas toujours à cette émission et à ce présentateur. Croisez les données. Ça, c'est très important si vous voulez être apte à avoir un esprit critique. Voilà, ça c'est vraiment une chose importante, c'est-à-dire qu'il faut savoir croiser les données et ne jamais vous fier de façon tout à fait directe à ce que vous pouvez lire ou écrire. Essayez de regarder qui écrit, dans quel cadre. Vous savez que les journaux ont des orientations politiques. Vous savez que tel journaliste va avoir plutôt telle affinité que tel autre. Donc, toujours vous rendre compte de ça et de vérifier ce qui est dit. Voilà, sachant que, encore une fois, n'importe qui peut mettre n'importe quoi et ne surtout pas vous précipiter dans le relayage de l'information. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une grande importance à attirer le regard des uns et des autres sur, à mon sens, cet envahissement des écrans qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, toute génération confondue, des plus jeunes aux plus âgés, ont tendance à avoir un écran dans les mains et à être tout le temps en référence face à cet écran. Vous allez au cinéma, vous passez une soirée au cinéma, regardez le film. Vous n'avez pas besoin, pendant le film, d'aller jeter un coup d'œil à votre téléphone. Ça peut attendre après le film, comme on faisait avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'alerter sur cette place très importante qu'ont pris les écrans, en gardant en mesure que, évidemment, il ne faut pas les éliminer complètement. Ils apportent un certain nombre de choses, ils sont très importants. Mais savoir les utiliser, c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Il y a, à mon sens, une grande lacune au niveau de l'éducation, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est reconnu. Il manque des cours d'éducation à l'image. On ne sait pas lire une image, on ne sait pas appréhender une image. C'est dommage parce qu'on est aujourd'hui dans une société du tout image. Vous regardez autour de vous, vous avez des images partout. Les affiches dans les rues, ce que vous croisez, les publicités, etc. Ce sont des images et ce sont des choses que vous enregistrez. On ne vous apprend pas à les lire, on ne vous apprend pas à les décrypter. Donc ça, c'est une première lacune, un premier danger. Le deuxième danger, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la société de l'image, on est passé à une société de l'écran. C'est-à-dire que l'écran est présent partout. Quand je vous parlais de publicité, vous avez de nombreuses publicités maintenant qui sont des publicités animées sur des écrans, dans la rue, dans des vitrines, etc. Ce qui fait que vous êtes surexposé aux écrans. Mais vous êtes tellement dedans que vous avez du mal à vous rendre compte de ça. Et souvent, on va dire « Oh là là, casse-pied, oui, l'écran, on en a besoin, on le veut, ça va, on gère. » Pas toujours, on ne gère pas toujours. Justement, parfois, on est très très dépendant et on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant. Faites un petit test, vous avez votre écran, regardez, posez-le dans un coin, regardez si vous êtes capable de passer 1 heure sans aller voir votre écran. Si vous êtes capable de passer une journée, est-ce que vous pouvez partir un week-end sans écran total ? Souvent, quand on va partir en week-end, on va dire tiens, on va dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, catastrophe absolue, parce qu'on ne va pas pouvoir être connecté. Est-ce qu'on a besoin d'être connecté tout le temps ? À mon avis, aujourd'hui, il y a des moments où il faut savoir se déconnecter. Et c'est là le danger, le piège, c'est de ne plus avoir cette liberté de se déconnecter. Donc posez-vous la question, toute simple,
est-ce que je suis capable de me passer de mon écran? Combien de temps je suis capable de laisser mon écran de côté? Si vous sentez que vous commencez à être nerveux, à tourner en rond, etc., si même là, ce que je suis en train de vous dire vous agace, ça veut dire que déjà vous êtes dépendant. McLuhan, c'est l'un des premiers théoriciens des médias qui a tout de suite mis en alerte en disant « Attention, les médias, c'est une très grosse machine, notamment avec le média télévision, qui est vraiment aujourd'hui la référence majeure. » Et la peur de McLuhan, c'était que tout le monde pense la même chose, guidé par les médias. C'est-à-dire que tout le monde regardant la même source, le même média, finisse par penser la même chose. C'est ce qu'on appelle le village global. Et l'autre chose que McLuhan dit qui est très importante, c'est qu'il dit que dans une information, c'est pas tant le message qui est important, mais le média. C'est-à-dire qu'en fonction du média qui est utilisé, vous n'allez pas avoir le même ressenti, la même émotion. Évidemment, quand vous entendez quelque chose, ça joue sur l'ouïe. Quand vous voyez quelque chose, ça joue sur le visuel. C'est ça qui est très important. La théorie du village global de McLuhan, il a fait très très peur au début. Un certain nombre de théoriciens étaient persuadés que plus personne ne serait capable de penser par soi-même, que tout le monde regardant la même chose penserait la même chose. Et puis, il y a d'autres théoriciens qui ont dit non, non, il faut quand même faire confiance au public, qui est capable d'esprit critique et qui va savoir analyser, qui ne va pas se faire piéger, qui va prendre du recul. Donc, il y a eu un temps où on s'est rendu compte qu'effectivement, le public est capable d'avoir ce recul. Elle revient en force, cette théorie du village global, parce qu'aujourd'hui, les médias ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont foncièrement évolué sur le plan technologique. De nouveaux médias sont apparus, notamment l'un des plus forts, c'est Internet, qui passe par plusieurs types d'écrans, l'ordinateur, qui passe par les écrans tactiles, tout écran tactile confondu, téléphone, tablette, etc. Et ce qui fait que on retrouve ce phénomène de tous se référer à la même chose. On va tous aller regarder le même site. Le grand débat qu'il y a autour de Wikipédia, tout le monde va voir Wikipédia. En fait, on se rend compte que n'importe qui peut poster un article sur Wikipédia. Il n'y a pas forcément une valeur scientifique à ce qui est dit. Ça s'appelle dictionnaire, mais ce n'est pas réellement un dictionnaire. Peut-être qu'il est intéressant d'essayer de voir, attention, qui a mis les infos, jusqu'où sont-elles justes, quand est-ce que le site a été mis à jour pour la dernière fois. Et effectivement, cet engouement que l'on a à regarder tous la même chose parce que c'est en vogue, parce que c'est à la mode, parce qu'un tel ou un tel est une vedette et qu'on aime bien sa façon de présenter les choses, peut amener à ce qu'on oriente le regard des gens et que tout le monde pense la même chose. Quand il y a, comme on vient de le vivre, des moments d'élection, on se rend compte à quel point les médias ont un pouvoir et à quel point les gens ont peur de ce pouvoir parce qu'on contrôle le temps de parole, on contrôle la façon dont c'est montré. Vous avez remarqué que d'ailleurs certains journalistes, certaines émissions n'ont pas le droit d'entrer à tel ou tel endroit parce qu'on sait qu'ils vont présenter l'information de façon biaisée, de façon orientée et les gens qui ne veulent pas être présentés comme ça vont carrément empêcher les journalistes de rentrer. Ça pose vraiment une question. Ça veut dire que ces journalistes, ils ont un pouvoir et qu'on peut arriver à orienter, dans la façon dont on présente les choses, le regard des gens. Je vous donne un exemple tout bête, qui est un exemple maintenant un petit peu ancien. Quand Jacques Chirac avait été élu, il y avait une émission très à la mode qui était Les Guignols. Et on avait présenté le personnage de Jacques Chirac comme quelqu'un très fan de pommes, qui disait à tout le monde manger des pommes, etc. Ça lui a donné un caractère de sympathie très fort et certains analystes ont dit que ça avait peut-être pu influencer le vote des gens qui avaient trouvé un capital sympathie à ce politicien par le biais des Guignols. Donc vous voyez jusqu'où un média peut avoir une influence, c'est-à-dire que si je veux vous rendre quelqu'un de très sympathique, je vais le filmer 24 heures et je vais ne garder que les moments où il sourit, où il a un regard agréable et que vous allez vous dire « Oh, cette personne, elle est géniale, elle est très agréable ». En revanche, si je veux vous la rendre très antipathique, je vais garder que les moments où elle fronce les yeux, où elle n'est pas très contente, où elle a un regard fâché, puis vous allez dire « Oh là là, cette personne est très antipathique ». Donc ça prouve bien
que je peux vous dire n'importe quoi avec des images. Tout dépend ce que je veux vous montrer. Donc si d'un seul coup, tout le monde vous dit « il faut penser comme ça », c'est ça le mot d'ordre, eh bien, on va vers le village global, c'est-à-dire que tout le monde va penser ça, parce que tout le monde va être orienté dans la même direction. C'est pour ça qu'on voit naître un certain nombre d'émissions télévisuelles, radiophoniques, Internet, qui sont des émissions d'analyse des médias qui essaient de vous alerter sur ces choses-là.